la reprise n'est pas pour autant effective dans 7 pays, dont le Bénin et le Burkina Faso, du fait de sanctions administratives qui pèsent encore sur des travailleurs, selon l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNIA. Des accords ont tout de même été trouvés sur 11 des 19 points de revendication. Nouhoum Sissoko, expliquez-nous quelles étaient les doléances des contrôleurs aériens de la SECNA et quel bilan tire-t-on de cette grève? L'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, réclame notamment la revalorisation des primes ou encore la formation continue des contrôleurs. Des revendications qui visent l'amélioration des conditions de travail et des plans de carrière pour les contrôleurs aériens. Mais des blocages demeurent au sujet de la rémunération, des problèmes d'effectifs et sur le plan de carrière, assure Moussa Sangaré, syndicaliste ivoirien. Sur les 17 pays africains concernés, 10 centres ont fonctionné à des degrés divers, selon lui Ban Ki-moon, directeur de l'exploitation de la navigation aérienne de la SECNA. En revanche, Ibrahima Traoré, il n'y a pas eu de perturbation au Tchad, en Mauritanie, au Gabon, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale et à Madagascar. Et je rappelle que le Mali était touché par cette grève et les autorités de la transition se sont fortement impliquées pour un dénouement heureux donc de cette grève. Et poursuivons donc notre actualité internationale et rendons-nous cette fois-ci en Centrafrique où la Cour constitutionnelle a annulé vendredi dernier le décret présidentiel visant à réformer la constitution du pays. Elle a invoqué deux raisons fondamentales, à savoir l'absence du Sénat pour enclencher un tel processus et le serment prêté par le président Faustin-Archange Touadéra, qui a juré de ne pas réviser le nombre et la durée de son mandat. On en parle avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors expliquez-nous, l'opposition centrafricaine ne semble pas être rassurée par la décision de la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Pas rassurée et elle ne décolère pas. Bien que le décret présidentiel visant à réformer la Constitution ait été invalidé par la Cour constitutionnelle, l'opposition centrafricaine poursuit sa mobilisation. À l'image du bloc républicain pour la défense de la Constitution, qui a mobilisé hier des centaines de militants dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine. Une manifestation pour défendre la démocratie selon les initiateurs. Si le rassemblement avait été autorisé par les autorités, il a été émaillé de heurts qui ont fait plusieurs blessés, dont un journaliste selon un responsable du bloc républicain, pour qui les Centrafricains doivent rester mobilisés contre les velléités du pouvoir de changer la Constitution. Selon Ephraim Maceo, membre de la plateforme des jeunes leaders de l'opposition, je cite, « Si nous voulons une véritable paix en Centrafrique, il faut qu'il y ait l'alternance », fin des citations. Dans la même dynamique, l'opposition décide d'engager la semaine prochaine la Haute Cour de justice pour juger le président Faustin-Archange Touadéra pour haute trahison. Le vendredi dernier, la Cour constitutionnelle avait donc mis un coup d'arrêt à ce projet de réforme constitutionnelle. D'abord, elle estime que pour enclencher un processus de réforme, il y a besoin d'un Sénat. Or, cet organe n'a toujours pas été mis en place. Ensuite, elle s'appuie sur le serment du président Touadéra prêté en mars 2021. Il avait juré sur la Bible et devant la nation qu'il ne révisera le nombre et la durée de son mandat. Pour la Cour constitutionnelle, il n'est pas possible de revenir sur cet engagement. De leur côté, les pro-réformes estiment que rien n'est perdu. Ils appellent à une manifestation le vendredi prochain pour demander au chef de l'État d'organiser un référendum pour ou contre la Constitution. Un passage en force en perspective qui ne serait pas une première sur le continent pour briguer un troisième mandat. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces explications. Cap sur le Gabon, où le gouvernement interdit les contrôles à Libreville et ses environs par la police et la gendarmerie. C'est pour lutter contre le racket policier. Cette décision intervient après la dénonciation de la pratique qui est devenue une gangrène dans les rangs des forces de l'ordre au Gabon. Alors, Lassina Keita, désormais, tout contrôle illégal est dénoncé via un numéro vert. Les autorités gabonaises ont répondu énergiquement aux cris de cœur des usagers de la route à travers une décision interdisant les policiers et les gendarmes de contrôle. Cela dans le but de lutter contre les rackets policiers. On peut donc parler d'un ouf de soulagement à entendre Jean-Robert Manier, président du syndicat libre des transporteurs terrestres qui lutte depuis 3 décennies contre les rackets des policiers. Jamais il n'avait observé une application aussi stricte des instructions du gouvernement. L'évolution du phénomène des tracasseries policières et du racket avait atteint un niveau d'asphyxie énorme dans notre secteur d'activité.
La suspension de cette pratique nous permet de travailler dans une plus grande sérénité, a-t-il déclaré. Également, un soulagement du côté des chauffeurs de taxi. On est même très content parce que c'était vraiment embêtant, explique un conducteur de taxi. Selon les instructions du gouvernement, dès qu'un policier ou un gendarme est surpris en flagrant délit de contrôle, c'est son chef hiérarchique qui est automatiquement sanctionné. La peur a changé de camp, ricane un usager. Un numéro vert a été communiqué pour dénoncer tout contrôle illégal par les forces de l'ordre. Désormais au Gabon, quand un policier siffle, c'est pour réguler la circulation, pas pour contrôler Ibrahim. Merci beaucoup. Lassina Keita, actualité hors du continent avec les Italiens qui votent ce dimanche pour des législatives où l'extrême droite est annoncée en tête, alors que l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, quelle est la particularité de ce scrutin en Italie ? Oui, Ibrahim, d'abord, c'est un scrutin particulièrement surveillé en Europe. Ce dimanche, plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour élire leur parlement. Une élection à l'occasion de laquelle l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succéderait à Mario Draghi. Et preuve de l'importance de ce scrutin, avant même l'ouverture des bureaux de vote, des gens faisaient la queue dès 7 heures du matin pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Ils ont jusqu'à 23 heures pour se prononcer, heure à laquelle les premiers sondages sortis des urnes donneront un aperçu des résultats. En Italie, cette élection est une première. En effet, les électeurs voteront pour la première fois pour un parlement resserré passant de 945 élus à 600. 400 députés et 200 sénateurs. Ils seront élus via un scrutin mixte qui mélange scrutin uninominal à un tour avec un tiers, soit 37% des parlementaires élus avec ce système. Et un système proportionnel qui permet de désigner 2 tiers des élus, soit environ 61% des parlementaires, lui aussi sur un tour. Par ailleurs, le système proportionnel prévoit une seule barrière, soit un pourcentage minimum de voix pour que les partis et coalitions puissent entrer au Parlement. 3% pour un parti et 10% pour une coalition. Selon les estimations, l'extrême droite pourrait rafler entre 45% et 55% des sièges au Parlement, d'autant que, selon les experts, le mode de scrutin mixte favorise le camp conservateur mené par le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Si la tendance que les sondages laissent entrevoir se confirme, l'Italie se dotera, Ibrahim, à l'issue du scrutin de ce dimanche de son gouvernement le plus à droite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et sera gouvernée pour la première fois par une femme. Un mode de scrutin très complexe. Merci beaucoup Mohamed Sangaré. Le journal des sports dans quelques instants. Oui, les sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé. Hein? Très bien, Ibrahim Traoré. D'abord du football avec le Mali et la Zambie qui s'affrontent encore ce lundi en amical au stade du 26 mars. Oui, Mali-Zambie ou Zambie-Mali, comme vous voulez. Deuxième acte ce lundi au stade du 26 mars. Comme vous le savez, dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre, le Mali a invité la Zambie en double confrontation amicale ici à Bamako. La première marche s'est jouée vendredi 23 septembre et c'est les Aigles du Mali qui l'ont emporté 1-0. Un but marqué par El Bilal Touré. Ce lundi, les Chipolopolo vont vouloir s'imposer à leur tour. Le match Zambie-Mali, deuxième acte, c'est demain à 19h au stade du 26 mars. Une rencontre qui sera retransmise en direct sur l'ORTM, télé et radio. Coupe ORTM 2022. La fête a été belle avec la commune 6 qui s'est emparée du trophée hier face à la commune 4 en s'imposant 5-4. C'était au tir au but. Hein? Oui, les deux équipes étaient à égalité 1-1 après 90 minutes de jeu. Seydou Kondé a ouvert le score pour la commune 4 dès la 4e minute. En toute fin de partie, à la 88e minute, El Hadji Konta établit la parité dans la séance des tirs au but. Seul Seydou Kondé de la commune 4 a échoué. La commune 6 remporte ainsi l'édition 2022 de la Coupe ORTM 5-4 au tir au but. Après le match, on a recueilli des réactions des maires respectivement Adama Breté de la commune 4 et Boubacar Keita de la commune 6. Suivons.
Je ne suis pas déçu dans la mesure où il y avait différentes communes là-dedans. Il y avait la commune de Kati, il y avait la commune de Bougouni et le district de Bamako. Je pense que si la coupe est restée dans le district de Bamako, nous n'avons pas à rougir. La commune 6 et la commune 4, ce sont les deux poumons d'un même corps. Donc vraiment, je les félicite et je leur dis bravo. Nous sommes tous heureux. C'est la jeunesse de Bamako, la jeunesse de Kati, la jeunesse de Bougouni aujourd'hui qui a gagné. Nous avions commencé cette fête ensemble et nous venons d'acheminer cette fête ensemble. Et c'est la jeunesse du Mali qui a gagné et placé sous la paix. Voilà, écoutons à présent le président de la Ligue de football du district de Bamako, co-organisatrice de la Coupe ORTM, Issa Sidibé. Nous sommes très contents d'avoir honoré encore cette sollicitation de l'ORTM et de son partenaire GTI Yacouba Toumini. Au niveau de la Ligue, c'est tout ce qu'on veut, que le développement du football au niveau de Bamako, et cela ne se fera jamais sans les compétitions. Et nous restons à la disposition de l'ORTM. Tant que la sollicitation est là, nous allons répondre favorablement et nous sommes très contents d'avoir collaboré avec l'ORTM. Le directeur général de l'ORTM, justement, Hassan Baba Djomblé, s'est aussi exprimé après la finale. Nous l'écoutons. Nous allons d'abord faire un petit rapport de cette compétition, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis voir les perspectives. Les perspectives peuvent être prometteuses, parce que tout simplement, on peut voir, par exemple, pourquoi pas intéresser les régions par rapport à cette compétition, faire une organisation locale et ensuite amener les meilleurs pour une grande finale ici dans le district de Bamako. Pourquoi pas, c'est des idées, on va développer tout cela et sortir quelque chose pour la 3e édition. Voilà, c'était là des réactions. Comme vous l'avez dit, la fête a été belle et c'était en présence du ministre en charge des sports, Moussa Ag Ataer. Alors, mondial féminin à présent de basket, le Mali est un apprentissage difficile en Australie, Famourou. Oui, le coach des Aigles dames du Mali, Joachim Brizuela Carrion, est parti en Australie à la Coupe du monde féminine de basketball avec une équipe jeune. Si l'objectif premier de la sélection malienne est de jouer un bon basket et d'acquérir de l'expérience dans une poule assez relevée, les vice-championnes d'Afrique ont du mal à retrouver leurs repères. 3 sorties et 3 défaites, c'est le bilan pour l'instant du Mali à la Coupe du monde féminine de basketball. Lors des 3 rencontres, les vice-championnes d'Afrique ont été battues par le Japon 56-83, ensuite par l'hôte du tournoi, l'Australie 58-118 et tôt ce matin par la France 59-74. Malgré la défaite de ce matin, les Aigles dames ont affiché un meilleur visage que lors de leur précédente sortie, plus combative et mieux organisée. Elles ont beaucoup gêné les Françaises, de quoi espérer au moins une victoire pour leurs 2 matchs restants. Les Maliennes seront opposées successivement à la Serbie ce lundi 26 septembre et elles boucleront la phase de groupe par le Canada mardi 27 septembre. Merci beaucoup, Famourou Djorté, pour toutes ces informations sportives. C'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouver dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Cheikh Abdul Aziz Koulibaly pour la mise en ligne de ce journal que vous allez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. À la coordination éditoriale, Bourama Traoré, la réalisation est assurée par Lassina Keita. À la mise en onde, Bintou Traoré. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali tout à l'heure à 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.